C'est l'image que tout un pays attendait. Quelle accolade, mon Dieu! Depuis les tribunes jusque dans la foule ou devant la télévision d'État, chaque Congolais sait que l'instant est historique. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Le Congo, décembre 2018. Une nuit lourde de tension, une nation en suspense, des millions d'électeurs plongés dans l'incertitude. Joseph Kabila, après 18 ans de règne, devait tourner la page. Mais dans l'ombre, une autre histoire s'écrivait. Une élection? Non. Une partie d'échecs où chaque mouvement était soigneusement calculé. Et le grand maître du jeu n'était peut-être pas celui que l'on croyait. Un homme, une figure centrale détenait toutes les clés. Corneille Nangaa, président de la CENI, il savait, il a vu, il a agi. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. Le 10 décembre 2019, la République démocratique du Congo découvre un résultat inattendu. Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur. Mais derrière cette annonce, une vérité bien plus sombre se cache. Un accord secret aurait été signé. Un pacte entre trois hommes, Kabila, Tshisekedi et Corneille Nangaa. Un transfert de pouvoir orchestré dans le silence, une démocratie sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques. Mais que s'est-il réellement passé dans les coulisses de cette élection historique? Qui détenait le vrai pouvoir? Une attente entre trois hommes loin du peuple, loin des urnes. Ce n'était pas une simple élection. Un accord aurait été signé, un pacte caché, une entente entre trois hommes, loin du peuple, loin des urnes. Ce n'était pas une simple élection, mais une partie d'échecs où chaque coup a été calculé. Et surtout ce que vous pensiez savoir sur l'élection de 2018 n'était qu'une illusion. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Plongez avec nous dans les coulisses du plus grand secret politique de la République démocratique du Congo. Voici l'histoire cachée de Félix Tshisekedi. L'année 1963 est marquée par des tensions et des bouleversements qui façonnent l'histoire du Congo, devenu indépendant seulement 3 ans plus tôt. Le pays encore fragile et instable est en proie à des luttes de pouvoir entre les partisans de Patrice Lumumba, assassiné en 1961, et les forces soutenant le régime de Joseph Kasavubu et Moïse Tshombe. Tandis que la rébellion Simba se prépare dans l'Est, inspirée par les idéaux lumubistes, le gouvernement central lutte pour asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. Le 13 juin 1963, à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, un enfant voit le jour dans une famille dont le nom marquera l'histoire du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette époque, la République du Congo fraîchement indépendante est déjà plongée dans une instabilité politique féroce. Entre sécession, coup d'État et assassinat politique, le pays est en proie à des tensions qui façonneront toute une génération. Mais Félix lui grandit loin de cette turbulence immédiate. Son monde, c'est celui d'un foyer marqué par une figure colossale. Son père, Etienne Tshisekedi, un intellectuel brillant, un juriste formé à l'université Lovanium, devenu un homme d'État respecté. Dans les premières années de sa vie, Félix voit son père évoluer aux côtés de Mobutu Sese Seko, l'homme fort du pays, qui en 1965 s'impose par un coup d'État. À cette époque, Etienne Tshisekedi est le recteur de l'École nationale de droit et d'administration, ENDA. Il participe au gouvernement congolais et devient ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières du président Joseph Désiré Mobutu en 1965. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967. Mais quelque chose change, un malaise grandit. Tshisekedi, l'intellectuel, l'homme de loi, commence à voir les dérives autoritaires du régime Mobutu. Il observe comment l'idéologie du parti unique, le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, écrase toute opposition. L'ambition personnelle de Mobutu
devient une machine à broyer et la démocratie est étouffée avant même d'avoir pu naître. Dans l'intimité du foyer familial, Félix Tshisekedi n'est qu'un enfant, mais il sent déjà que l'atmosphère change. Les discussions deviennent plus tendues, les silences plus lourds. Son père, autrefois respecté au sein du pouvoir, commence à remettre en question un système qu'il a contribué à bâtir. Le loyal serviteur devient un dissident. Notre parti, qui a affronté sur le terrain une des dictatures les plus sanguinaires du monde moderne, ça ne va pas de soi. Mais la candidature de M. Mobutu, je crois que M. Mobutu lui-même n'y croit pas du tout. Il sait qu'il n'y a plus personne qui a confiance en lui, qui veut même qu'on parle de son nom. Donc ça, c'est toujours une de ces tactiques de M. Mobutu pour montrer à l'opinion qu'il a encore un mot à dire au pays, pendant qu'il sait très bien que personne, tout le monde exige son départ du pouvoir. Et M. Mobutu sent lui-même que ses heures sont comptées parce que plus personne, un homme habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout le monde à genoux. Et maintenant, ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. En 1980, alors que Félix Tshisekedi est encore adolescent, son père prend une décision qui va bouleverser leur existence. Signer une lettre ouverte contre Mobutu Sese Seko. Ce document, rédigé avec 13 autres parlementaires, est une bombe politique. Il accuse ouvertement Mobutu de dérives dictatoriales et exige des réformes démocratiques. C'est une déclaration de guerre. Le régime ne tarde pas à réagir. L'arrestation est brutale. Etienne Tshisekedi est jeté en prison, traité comme un ennemi de l'État. C'est un moment clé dans la vie de Félix Tshisekedi. Il n'a pas encore quitté le pays, mais il comprend désormais une chose. Porter le nom Tshisekedi, c'est porter une cible sur son dos. Le pouvoir ne tolère pas la dissidence et être le fils d'un opposant signifie grandir dans l'ombre de la répression. Au début des années 1980, un vent de répression souffle sur la République du Zaïre. Mobutu Sese Seko, maître absolu du pays, exile son opposant le plus farouche, Etienne Tshisekedi, le reléguant dans son Kasaï natal avant de l'obliger à prendre le chemin de l'exil en Belgique. Une tentative de l'éloigner, de le briser, de l'effacer du paysage politique. Ce régime n'a jamais toléré la contradiction. Ça fait qu'il a toujours frappé avec violence tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du dictateur. Parmi les membres de la famille contraints à l'exode, un jeune garçon observe. Impuissant, le destin de son père bascule sous le poids d'un régime impitoyable. Ce garçon, c'est Félix Tshisekedi. Il grandit dans l'ombre de cette lutte politique, nourri par l'histoire d'un combat qui semble s'inscrire dans son propre destin. Enraciné dans l'idéologie de son père, Félix Tshisekedi intègre naturellement l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, ce parti d'opposition qui défie Mobutu, puis Kabila, au nom de la démocratie. Au fil des années, il grimpe dans la hiérarchie du parti, devenant en 2008 secrétaire national chargé des relations extérieures, une position clé qui lui permet de tisser des liens avec la diaspora et de s'imposer comme un acteur influent de l'opposition. Décembre 2018, un tournant historique s'annonce pour la République démocratique du Congo. Après 18 ans d'un règne sans partage, Joseph Kabila est contraint de céder son trône. Officiellement, le pays s'apprête à vivre une transition démocratique sans précédent. Officieusement, les coulisses du pouvoir vibrent sous des tractations secrètes, des jeux d'ombre et des marchandages politiques. Une seule question obsède les élites du régime qui contrôlera le pays après Joseph Kabila. Dans l'arène politique, trois figures dominent la scène. Félix Tshisekedi, héritier du légendaire opposant Etienne Tshisekedi, Martin Fayulu, l'opposant radical, et Emmanuel Ramazani Sadari, le dauphin officiel de Joseph Kabila, imposé par le pouvoir en place. Pourtant, dans les rues comme dans les chancelleries, un vent d'incertitude souffle. Sadari peine à convaincre. La véritable bataille ne se joue pas dans les urnes, mais dans l'ombre, là où les alliances se négocient à huis clos. Au cœur de cette élection sous haute tension, la Commission électorale nationale indépendante CENI, dirigée par Corneille Nangaa, un homme dont la nomination a été au centre d'un bras de fer acharné entre Joseph Kabila et l'Église catholique. La Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, voulait un président de la CENI issu de la société civile, comme le prévoyaient les textes. Mais Joseph Kabila a imposé son homme de confiance, témoigne un observateur de la scène politique congolaise. Joseph Kabila sait que la clé du pouvoir ne réside pas seulement dans le vote populaire, mais surtout dans celui qui proclame les résultats.
Malgré les protestations de l'opposition et de la société civile, Corneille Nangaa est maintenu à la tête de la CENI. Après plusieurs reports et des tensions exacerbées, les Congolais se rendent finalement aux urnes le 30 décembre 2018. L'atmosphère est électrique. Fraude massive, bourrage d'urnes, résultats manipulés. Tout semble indiquer que le vote ne sera qu'une illusion de démocratie. Je suis arrivé, personne n'est entré pour voter. Les agents de la CENI ne disent absolument rien. Ils ne font que des va-et-vient. Ils ont dit que le bureau ferme à 18h, mais il est 13h et on n'a pas encore voté. Cacophonie générale. On ne comprend pas ce qui se passe. On vient de nous annoncer qu'il y a un technicien qui vient d'arriver. Il est 13h. On attend, on verra. Mais je vous dis que je n'ai jamais vu des élections pareilles. Le responsable du centre est parti chercher les machines et certaines machines étaient défectueuses. Nous avons fait plus ou moins le même constat en parcourant certains centres au niveau de la Lukunga et au niveau de Moamba. Mais personne ne s'attendait au coup de théâtre du 10 janvier 2019. Lors de l'annonce des résultats, le scénario qui se dévoile dépasse toutes les spéculations. Emmanuel Ramazani Sadari, le candidat du pouvoir, est battu avec seulement 24% des suffrages. Martin Fayulu, l'opposant donné favori, arrive à 35% écrit à la fraude. Mais contre toute attente, c'est Félix Tshisekedi qui est proclamé vainqueur avec 39%. Élu avec 38,57% des suffrages, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Une heure après la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit du jeudi à vendredi 10 janvier, le camp du changement a organisé un meeting au siège de l'UDPS. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario et surtout un scénario au cours duquel l'opposition, un candidat de l'opposition allait sortir victorieux. Je ne serai pas le président d'un parti politique, l'UDPS. Je ne serai pas le président d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le président des Congolaises et des Congolais. La Sanko, qui dispose du plus grand réseau d'observateurs, ne tarde pas à dénoncer une mascarade électorale. La vraie victoire aurait dû revenir à Martin Fayulu. Alors que s'est-il passé en coulisses? Joseph Kabila, conscient que son candidat ne peut pas l'emporter, décide d'opter pour un plan B. Imposer Sadari par la force pourrait embraser le pays et provoquer une contestation généralisée. Mais laisser Fayulu l'emporter signifie la fin totale du régime Kabila et l'ouverture de poursuites judiciaires contre son entourage. Le choix est donc vite fait. Un deal secret est conclu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. En échange de la présidence, Tshisekedi accepte de préserver les intérêts de Kabila et de ne pas toucher au réseau financier et sécuritaire du régime sortant. C'est ainsi que Corneille Nangaa valide les résultats truqués et offre à la RDC sa première alternance pacifique au prix d'un mensonge électoral. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo. Dans ce nouveau paysage politique, Corneille Nangaa tente de capitaliser sur ses lois au service. Sa femme est élue députée provinciale. Son frère devient gouverneur du Haut-Tcholé. Des investissements juteux se multiplient. Hôtel à Kinshasa, villas luxueuses et surtout un empire minier bâti sous l'ère Kabila. Mais la lune de miel est de courte durée. Les États-Unis frappent. Le 21 mars 2019, le Trésor américain sanctionne Corneille Nangaa pour corruption persistante et entrave au processus démocratique. Ses avoirs sont gelés, ses comptes paralysés. Pendant ce temps, les relations entre Kabila et Félix Tshisekedi se détériorent. Nangaa, qui pensait être protégé par l'un ou l'autre camp, se retrouve piégé. Le coup de grâce arrive lorsqu'une enquête du média Africa Intelligence révèle les dessous d'une opération de spoliation minière. Acculé, Corneille Nangaa se voit contraint de revendre ses permis miniers sous pression. Mais il affirme n'avoir jamais reçu les 20 millions de dollars de la transaction. Se sentant trahi et abandonné, il choisit une stratégie inattendue. De fraudeur à candidat, puis à paria.
En 2023, Corneille Nangaa annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Une décision qui surprend, mais très vite il se rend compte que le jeu est verrouillé. Qui mieux que lui sait que le vainqueur est souvent décidé ailleurs que dans les urnes. Amer, Corneille Nangaa laisse ouvertement entendre dans les médias qu'il a couvert la fraude de 2018. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. Un aveu troublant qui résonne comme une bombe dans le paysage politique congolais. Dès les premiers mois de son mandat, Félix Tshisekedi se retrouve piégé. S'il est officiellement le président de la République démocratique du Congo, le véritable pouvoir, l'influence réelle demeure entre les mains de son prédécesseur, Joseph Kabila. Le pays fonctionne sous un système, peut-on se le permettre, bicéphale. D'un côté, Tshisekedi, élu dans des circonstances contestées. De l'autre, le Front commun pour le Congo, FCC, la machine politique de Kabila, qui détient encore la majorité au Parlement, contrôle le gouvernement, l'armée et l'appareil judiciaire. À coalition, CHH et FCC imposés par le deal de 2018 se transforment rapidement en un champ de mines politiques. Chaque projet de réforme est bloqué. Chaque tentative d'émancipation de Tshisekedi est sabotée. Kabila, bien que retiré officiellement du pouvoir, manipule les institutions dans l'ombre. Il n'est pas sans son aval. Tshisekedi est un président sous tutelle. Après 2 années de blocage et d'humiliation politique, Félix Tshisekedi décide de briser ses chaînes. Décembre 2020, dans un discours à la nation, il annonce la rupture avec le FCC et le lancement d'un vaste plan de recomposition politique, l'union sacrée de la nation. L'objectif est clair, démanteler le pouvoir de Kabila et bâtir une nouvelle majorité parlementaire. Le coup est risqué. Joseph Kabila contrôle encore trop d'éléments clés du système, mais Félix Tshisekedi a appris des erreurs des précédents opposants au régime. Plutôt que de s'attaquer frontalement à son adversaire, il entreprend de le détruire méthodiquement, pièce par pièce. L'offensive commence au Parlement. Janine Mambouda, président de l'Assemblée nationale et fidèle de Kabila, est destitué. C'est une démonstration de force. Puis vient le tour du gouvernement. Le premier ministre Sylvestre Ilunkamba est contraint à la démission. En quelques mois, Tshisekedi renverse l'ordre établi. La majorité bascule. De nombreux députés du FCC sentent le vent tourner, prêtent allégeance à l'union sacrée. La machine Kabila commence à se fissurer. Tshisekedi n'a jamais été aussi puissant. Il peut désormais nommer ses propres hommes à des postes stratégiques. Alors que Tshisekedi savoure sa victoire politique sur Kabila, le sol congolais tremble à nouveau sous le retour d'un ennemi redouté, le M23. Depuis plus d'une décennie, le M23 incarne le spectre de l'instabilité en RDC. Un fantôme insaisissable, à la fois rébellion locale et instrument de tension régionale, qui revient frapper chaque fois que Kinshasa croit en avoir fini avec lui. 2012, le mouvement armé, composé majoritairement de Tutsis congolais, se soulève contre le gouvernement, dénonçant les exactions des milices Hutus opérant en RDC et l'abandon de leur communauté par l'État congolais. Mais derrière les discours identitaires se cache une réalité plus complexe. Un jeu d'influence où le Rwanda est accusé, preuve à l'appui d'être le véritable architecte de la rébellion. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Chassé militairement en 2013, le M23 disparaît dans l'ombre, mais pas pour longtemps. Le calme n'était qu'un mirage. 2022, le M23 refait surface, mais cette fois, ce n'est pas une simple guérilla isolée. Les rebelles sont mieux équipés, mieux organisés et leur offensive ciblée sur des zones stratégiques révèle une préparation militaire méticuleuse.
Face à la fulgurante progression du M23, Félix Tshisekedi sort du silence. Il accuse ouvertement le Rwanda de soutenir la rébellion. Le ton montre, Kinshasa et Kigali basculent dans une crise diplomatique ouverte. Les chancelleries occidentales tentent de calmer le jeu. Médiation, sommet après sommet, mais sur le terrain, les armes parlent plus fort que les discours diplomatiques. 2024, alors que Tshisekedi entame son second mandat, le M23 déclenche une offensive massive, une avancée éclair, une démonstration de force qui se termine par la chute de Goma, capitale du Nord Kivu. C'est une humiliation, un coup terrible apporté à Félix Tshisekedi, incapable d'empêcher l'ennemi de s'emparer d'une ville aussi symbolique. La RDC est en état de choc. L'armée régulière gangrénée par la corruption et le manque de moyens recule face à une rébellion qui agit avec une précision militaire implacable. Acculé, Tshisekedi est face à un dilemme brutal. Négocier avec ceux qu'il considère comme des terroristes ou intensifier une guerre qu'il semble déjà perdre. Une rencontre est organisée en Tanzanie, un face-à-face glacial entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais peut-on négocier avec son bourreau? Les regards se croisent, les poings de main sont forcés, la méfiance est totale. Tshisekedi sait que Kigali détient les clés du conflit, mais Kagame n'a aucune intention de lâcher prise. Pendant que les dirigeants jouent la diplomatie sur le terrain, le peuple congolais continue de souffrir. Des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, une nation qui s'enfonce encore un peu plus dans le chaos. Une question qui reste en suspense, cette guerre a-t-elle une issue? Aujourd'hui, le mandat de Félix Tshisekedi est à la croisée des chemins. Son pouvoir est consolidé à Kinshasa, mais son autorité est contestée dans l'Est. Entre diplomatie et guerre, entre alliance et trahison, Félix Tshisekedi doit encore prouver qu'il est plus qu'un héritier politique, un véritable chef d'État capable de réécrire l'histoire du Congo. Mais l'histoire nous l'a prouvé. Dans ce pays, le pouvoir ne se gagne pas uniquement dans les urnes. Il se négocie, il se prend et surtout, il se défend. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.